elle, l'aimait jusqu'à l'étouffer. Le jour où sa femme menaça de se jeter sous une voiture s'il quittait la maison, Jonas comprit que leur mariage était déjà en train de mourir. Il se tenait devant la porte du salon, une petite valise à la main. En face de lui, Nadia tremblait de colère, les yeux remplis de larmes. Il était presque minuit. Leurs 2 enfants dormaient dans la chambre voisine. « Si tu franchis cette porte, tu ne me reverras plus vivante », murmura-t-elle. Jonas posa lentement sa valise. Ce n'était pas la première menace de Nadia, mais cette nuit-là, quelque chose changea dans son regard. Pour la première fois, Jonas ne vit plus seulement la femme qu'il aimait. Il vit aussi la prison dans laquelle il vivait depuis 8 ans. Pourtant, au commencement, Nadia n'était pas ainsi. Il a dû là. Une rencontre pleine de promesses. Jonas avait 32 ans lorsqu'il rencontra Nadia dans une petite agence bancaire de Cotonou. Il travaillait comme responsable commercial dans une entreprise de matériaux de construction. C'était un homme calme, travailleur et discret. Il ne buvait presque jamais, évitait les conflits et rêvait d'une famille paisible. Nadia, elle, était secrétaire comptable. Élégante, intelligente et pleine d'énergie, elle possédait un rire qui attirait immédiatement l'attention. Leur histoire commença simplement. Des messages le soir, des promenades au bord de la mer, de longues conversations sur leurs rêves. Nadia lui racontait son enfance difficile, marquée par les disputes de ses parents et les nombreuses infidélités de son père. « Je ne veux jamais vivre ce que ma mère a vécu », répétait-elle. Jonas lui prenait alors la main. « Avec moi, tu n'auras jamais à avoir peur ». À cette époque, sa jalousie paraissait presque touchante. Lorsqu'une femme saluait Jonas, Nadia demandait en souriant « C'est qui celle-là » Jonas répondait et elle changeait de sujet. Il croyait que ces questions disparaîtraient lorsqu'elle se sentirait rassurée. Ils se trompaient. Ils se marièrent 2 ans plus tard. La cérémonie fut magnifique. Devant leur famille réunie, Jonas promit de respecter Nadia, de la protéger et de rester fidèle. Nadia lui fit la même promesse. Personne ne leur expliqua qu'aimer quelqu'un ne signifie pas lui appartenir. Il réussissait les premiers signes. 6 mois après le mariage, Nadia demanda le mot de passe du téléphone de Jonas. « Entre mari et femme, il ne doit pas y avoir de secret », expliqua-t-elle. Jonas accepta. Il n'avait rien à cacher. Quelques semaines plus tard, elle exigea aussi le code de sa messagerie professionnelle. Puis elle voulut connaître le mot de passe de son compte bancaire. Lorsqu'il hésita, Nadia se referma immédiatement. « Pourquoi as-tu peur si tu ne fais rien de mal ?» Pour éviter une dispute, Jonas céda encore. Chaque soir, Nadia examinait son téléphone. Elle lisait ses messages, contrôlait ses appels et vérifiait l'heure de ses connexions. Un simple « bonsoir » envoyé par une collègue devenait le début d'un interrogatoire. « Pourquoi t'écrit-elle à cette heure-ci ? Elle m'a seulement envoyé le programme de la réunion de demain. Elle ne pouvait pas attendre le matin ? Nadia, il était à peine 20 heures. Donc maintenant, tu la défends ? » Les discussions pouvaient durer jusqu'à 2 heures du matin. Jonas expliquait. Nadia pleurait. Il la rassurait. Elle finissait par demander pardon. Le lendemain, tout recommençait. Une maison sous surveillance. Après la naissance de leur premier enfant, la jalousie de Nadia devint encore plus forte. Elle appelait Jonas plusieurs fois pendant ses heures de travail. S'il ne répondait pas immédiatement, elle imaginait le pire. « Où es-tu ? Au bureau ? Avec qui ? Avec mes collègues. » Mais la caméra. Au début, Jonas obéissait pour lui prouver qu'elle se trompait. Mais plus il se justifiait, plus Nadia exigeait de nouvelles preuves. Elle voulait voir son bureau, la salle de réunion et même les personnes assises autour de lui. Un après-midi, Jonas coupa son téléphone pendant une présentation importante. Lorsqu'il le ralluma, il découvrit 32 appels manqués. Nadia avait également contacté son directeur. « Je voulais seulement savoir s'il était vraiment au travail », expliqua-t-elle le soir. Jonas resta sans voix. « Tu as appelé mon directeur ? Si tu avais répondu, je ne l'aurais pas fait. » Cette nuit-là, leur dispute réveilla le bébé. Jonas prit son oreiller et alla dormir au salon. Nadia le suivit. « Tu veux dormir loin de moi parce que tu ne m'aimes plus ? Je veux seulement dormir, Nadia. »« Dis-moi le nom de la femme. »« Il n'y a aucune femme. » Elle saisit son téléphone et le lança contre le mur. L'écran se brisa, puis Nadia s'effondra en larmes. Jonas la consola. Il ne comprenait pas encore que, chaque fois qu'il réparait les conséquences sans imposer de limites, il l'encourageait involontairement à recommencer. Un jour, une nouvelle collaboratrice nommée Mireille rejoignit l'entreprise de Jonas. Elle était compétente, mariée et mère de 3 enfants. Comme Jonas devait superviser son travail, leurs échanges étaient fréquents. Nadia remarqua rapidement son nom dans le téléphone. « Pourquoi cette femme t'appelle-t-elle autant ? Parce qu'elle travaille dans mon équipe. Alors change-la d'équipe. Ce n'est pas moi qui décide de cela. » Nadia n'insista pas. Du moins, c'est ce que Jonas crut.
Quelques jours plus tard, elle prit discrètement le numéro de Mireille. Elle l'appela et l'accusa d'entretenir une liaison avec son mari. Mireille, profondément humiliée, informa la direction. Jonas fut convoqué. Son directeur posa plusieurs captures d'écran devant lui. Nadia avait également envoyé des messages insultants à Mireille, puis à son époux. « Ta vie privée commence à perturber l'entreprise », déclara le directeur. « Nous apprécions ton travail, mais cela ne peut plus continuer. » Jonas quitta le bureau avec la tête basse. Pour la première fois de sa vie, il avait honte de rentrer chez lui. Lorsqu'il demanda des explications à Nadia, elle ne manifesta aucun regret. « Cette femme voulait te voler à moi. Tu as mis mon emploi en danger ? Ton emploi est donc plus important que ton mariage ?» Jonas la regarda longuement. « Ce que tu fais n'est pas de l'amour. » Le visage de Nadia changea. Elle prit un couteau dans la cuisine et le plaça contre son propre bras. « Répète que je ne t'aime pas. » Jonas sentit son cœur s'arrêter. Il s'approcha doucement, retira le couteau de sa main et la serra contre lui. Cette nuit-là, il promit de ne jamais l'abandonner. Non parce qu'il était heureux, parce qu'il avait peur. La fausse preuve. Les années passèrent, un second enfant naquit, mais la maison devint de plus en plus silencieuse. Jonas avait cessé de voir ses amis. Il évitait les fêtes, refusait les sorties professionnelles et rentrait directement après le travail. Il croyait que tous ces sacrifices rassureraient Nadia. Mais l'insécurité ne se nourrit pas seulement de faits. Lorsqu'elle n'est pas soignée, elle invente elle-même ses propres preuves. Un soir, Nadia découvrit une photo sur les réseaux sociaux. On y voyait Jonas lors d'un séminaire, debout près d'une femme. Elle ne remarqua pas les 15 autres personnes présentes autour d'eux. Elle agrandit seulement l'image sur Jonas et l'inconnu. Lorsqu'il rentra, ses vêtements se trouvaient devant la maison. « Va vivre avec elle !» cria Nadia. Les voisins sortirent pour observer la scène. Jonas tenta d'expliquer que la femme photographiée était une représentante d'une société partenaire. Nadia refusa de l'écouter. Elle appela la mère de Jonas, ses frères, ses collègues et même le pasteur de leur église. En une seule soirée, elle annonça à tout le monde que son mari la trompait. 2 jours plus tard, la vérité fut établie. La femme était venue du Sénégal avec son propre mari, également visible sur la photographie originale. Nadia présenta ses excuses. Jonas lui demanda de consulter une psychologue. À sa grande surprise, elle accepta. Pendant plusieurs semaines, la situation s'améliora. Nadia a appris à reconnaître ses crises d'angoisse et à parler de ses blessures d'enfance. Elle avoua qu'elle avait toujours vécu dans la peur d'être abandonnée. Jonas retrouva un peu d'espoir, puis brutalement, Nadia interrompit les consultations. « La psychologue essaie de me faire croire que tout est de ma faute », déclara-t-elle. « Elle essaie de nous aider. Non, elle veut que tu me quittes. » Les contrôles recommencèrent, plus discrets et mieux organisés. Le traceur caché. Un vendredi soir, Jonas reçut un message urgent de son jeune frère, Thierry, dont la voiture était tombée en panne. Il se rendit à Akpakpa pour l'aider. Sur le chemin du retour, il remarqua que Nadia connaissait exactement ses déplacements. « Pourquoi es-tu resté 17 minutes devant la station-service » Jonas fronça les sourcils. « Comment sais-tu que je me suis arrêté là-bas » Nadia se tut. Après avoir inspecté sa voiture, Jonas découvrit un petit traceur GPS sous le siège conducteur. Il rentra avec l'appareil dans la main. « Depuis combien de temps me suis-tu » Nadia ne répondit pas. « Depuis combien de temps ?»« 3 mois. » Jonas eut l'impression que les murs se refermaient autour de lui. « Tu surveilles du tout mes déplacements depuis 3 mois ? J'avais besoin de connaître la vérité. »« Quelle vérité ? Je vais au travail. Je rentre à la maison et je n'ai presque plus d'amis. »« Tu devrais être content. Le traceur prouve que tu ne me trompes pas. » Cette phrase brisa quelque chose en lui. Nadia ne comprenait même plus la gravité de ses actes. Jonas prit une valise et commença à ranger quelques vêtements. C'est alors qu'elle menaça de se jeter sous une voiture s'il franchissait la porte. Il posa sa valise. Mais cette fois, il ne retourna pas simplement dormir. Il appela la sœur aînée de Nadia, le médecin de la famille et une psychologue. Il leur raconta tout. Nadia cria qu'il voulait la faire passer pour une folle. Jonas resta ferme. « Je ne peux plus être la seule personne responsable de ta sécurité. Tu as besoin d'aide. » Pour la première fois, il cessa de cacher la vérité afin de protéger l'image de leur couple. Quelques semaines plus tard, Nadia semblait plus calme. Elle suivait de nouveau une thérapie et prenait part à des séances de couple. Jonas voulait encore croire que leur mariage pouvait être sauvé. Puis survint l'événement qui changea définitivement leur vie. Un soir, leur fils de 7 ans, Mathis, disparut. Jonas rentra du travail
et trouva Nadia en larmes devant la maison. Elle affirma que l'enfant jouait dans la cour quelques minutes auparavant. Toute la famille se mobilisa. Les voisins parcoururent de le quartier. La police fut prévenue. Jonas courut dans les rues en appelant son fils. Pendant 3 heures, personne ne le trouva. Puis la sœur de Nadia téléphona. Mathis était chez elle. Nadia l'y avait conduit dans l'après-midi et lui avait demandé de ne rien dire à Jonas. Lorsqu'il confronta sa femme, celle-ci finit par avouer. Elle avait organisé cette fausse disparition pour tester Jonas. « Je voulais voir si tu tenais encore à ta famille. » Jonas sentit ses jambes faiblir. « Tu as utilisé notre fils pour me tester ? Je savais qu'il ne risquait rien. Et sa peur ? Et celle de sa petite sœur ? Et la mienne ?» Nadia tenta de lui prendre la main. Il recula. Cette fois, aucune larme, aucune excuse et aucune menace ne pouvait réparer ce qui venait de se passer. L'amour ne suffisait plus. Le lendemain, Jonas partit avec les enfants chez sa mère. Il informa la famille de Nadia et demanda que sa femme soit accompagnée par des professionnels. Il ne déposa pas immédiatement une demande de divorce. Pendant 6 mois, ils vécurent séparément. Nadia poursuivit sa thérapie. Certains jours, elle reconnaissait ses erreurs. D'autres jours, elle accusait Jonas de l'avoir abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de lui. Les familles tentèrent de les réconcilier. Toutes les femmes sont un peu jalouses, disait un oncle. Pense aux enfants, ajoutait une tante. Une épouse doit se battre pour garder son mari, affirmait une voisine. Mais personne ne voyait les nuits sans sommeil, les crises d'angoisse de Mathis, la peur de Jonas lorsqu'un téléphone sonnait et le silence pesant qui avait remplacé la joie dans leur foyer. Un dimanche, Nadia vint le trouver. Elle semblait différente, plus calme, plus fragile. « Je sais que je t'ai fait souffrir, dit-elle, mais je t'aime. » Jonas baissa les yeux. Il l'aimait encore lui aussi. C'était précisément ce qui rendait sa décision si douloureuse. « Moi aussi je t'aime, Nadia. » Elle sourit à travers ses larmes. « Alors rentre à la maison. » Jonas secoua lentement la tête. « Je peux t'aimer et reconnaître que je ne suis plus en sécurité avec toi. Je peux vouloir ta guérison sans sacrifier ma santé et celle des enfants. Tu veux divorcer ?» Il resta silencieux quelques secondes. « Oui. » Nadia s'effondra. « Tu as rencontré quelqu'un d'autre ?» Jonas ferma les yeux. Même à cet instant, elle cherchait encore une autre femme pour expliquer son départ. « Je ne pars pas pour une autre femme. Je pars parce que je ne me reconnais plus. Je suis devenu un homme qui demande la permission de respirer. Je veux seulement retrouver la paix. » Le divorce. La procédure dura presque 1 an. Nadia contesta d'abord la séparation. Elle accusa Jonas d'infidélité, mais ne put fournir aucune preuve. Les témoignages de la psychologue, des membres des 2 familles et de certains collègues révélèrent l'ampleur du contrôle qu'il avait subi. Le juge accorda une garde aménagée des enfants avec un suivi psychologique obligatoire. Jonas ne chercha pas à humilier Nadia ni à la priver de ses enfants. Il voulait seulement que les rencontres se déroulent dans un cadre rassurant. Le jour où le divorce fut prononcé, il sortit du tribunal avec un profond chagrin. Il n'éprouvait aucune joie. Il venait de perdre la femme avec laquelle il avait imaginé vieillir. Nadia se tenait quelques mètres derrière lui. « Est-ce que tu m'as vraiment aimé ?» demanda-t-elle. Jonas se retourna. « Oui, plus que tu ne le crois. Mais à force de vouloir être certaine de ne jamais me perdre, tu as détruit tout ce qui me donnait envie de rester. » Il partit sans ajouter un mot. 2 années plus tard. Le temps ne guérit pas tout, mais il apprend parfois à vivre autrement. Jonas retrouva progressivement ses amis, sa famille et sa confiance. Il changea d'entreprise et commença une thérapie pour comprendre pourquoi il avait toléré si longtemps certaines situations. Ses enfants retrouvèrent aussi un équilibre. Nadia, de son côté, poursuivit sérieusement son traitement. Pour la première fois, elle cessa de chercher des coupables. Elle comprit que les trahisons de son père avaient laissé en elle une peur profonde, mais que cette blessure ne justifiait pas la souffrance qu'elle avait infligée. Un après-midi, lors de l'anniversaire de Mathis, Jonas et Nadia se retrouvèrent dans le jardin de la grand-mère des enfants. Ils parlèrent calmement. « J'ai longtemps pensé que tu m'avais abandonné, confia Nadia. Aujourd'hui, je comprends que j'ai essayé de t'empêcher de partir sans jamais apprendre à te donner une raison de rester. » Jonas ne répondit pas immédiatement. « Je ne voulais pas divorcer parce que je ne t'aimais plus, dit-il enfin. Je voulais seulement vivre sans avoir peur. » Nadia acquiesça. Elle ne lui demanda pas de revenir,
Elle savait que certaines blessures peuvent être pardonnées sans que la relation soit reconstruite. Pour la première fois depuis longtemps, ils se séparèrent sans cris, sans accusation et sans menaces. Seulement avec le respect qu'ils auraient dû protéger depuis le commencement. Morale. La jalousie n'est pas une preuve d'amour lorsqu'elle devient surveillance, humiliation, menace ou contrôle. Aimer quelqu'un, ce n'est pas confisquer sa liberté pour calmer ses propres peurs. C'est lui faire confiance tout en ayant le courage de soigner ses blessures. Jonas n'a pas divorcé parce que son amour avait disparu. Il a divorcé parce qu'un amour sans paix, sans respect et sans sécurité finit par devenir une prison. Et parfois, la décision la plus douloureuse n'était pas de quitter une personne que l'on déteste, c'est de quitter une personne que l'on aime encore afin de ne pas se perdre soi-même.